Bonsoir à toutes et à tous pour cette troisième vidéo qui, j'espère, sera bien meilleure que les précédentes. Donc, ce soir, je vais vous parler de dépendance affective. Que vais-je devenir si tu n'es plus là? Comment pourrais-je vivre sans toi? Ne me quitte pas. Il n'y a que toi pour me donner du sens à ma vie. N'avons-nous pas déjà entendu ces mots à de nombreuses reprises? Nous les avons sans doute rencontrés dans un roman, dans un film, ou bien les paroles d'une chanson, écoutées en boucle parce que simplement elles nous touchaient. Et si nous les avions aussi prononcées nous-mêmes? Chaque fois une légère émotion, peut-être un cerveau au cœur, est venu nous dire que nous comprenions les mots, que nous vous entendions, car d'expérience, nous en partagions le sens profond. Nous avons en effet tous connu le mal-être de la séparation qui nous éloigne et que aussi de quelqu'un qui nous tient à cœur. Nous savons tous ce qu'est une douleur, une souffrance, ce que c'est d'avoir quitté quelqu'un, mais aussi d'avoir été quitté. L'épreuve a été douloureuse, mais peut-être un peu plus tard, nous nous sommes rendus compte que nous avions survécu émotionnellement et également affectivement. Nous pourrions même aussi dire que cette séparation était une nécessité qui nous a fait grandir, nous a ouvert une autre dimension à notre vie. Sans doute, cette vision positive de la nécessaire séparation s'explique-t-elle par le fait qu'elle est survenue alors que nous étions capables de la vivre? Cette capacité à vivre la séparation trouve son origine dans notre vie psychique inconsciente. Elle est fortement marquée par les premières expériences relationnelles que nous avons connues en venant au monde. Les expériences difficiles de notre enfance prennent une part importante dans la construction de notre personnalité, mais en tant qu'humain, se cache en nos cœurs, à côté d'un enfant abandonné, son autre moi, cet alter ego, enfant courageux et audacieux, avide de découverte du monde inconnu. Il s'appelle et pourquoi pas. D'un côté s'impose en effet le besoin vital de créer des liens entre nous, sans lesquels les bébés ne pourraient pas grandir psychiquement et sans lesquels nous autres, les adultes, nous serions de tristes ermites, tournant en rond dans une profonde, triste solitude. D'un autre côté, il y a cette force irrépressible qui nous pousse à nous affirmer toujours plus fortement, pour laisser s'exprimer la poussée de maturité qui nous habite. Nous sommes appelés à devenir des êtres autonomes, nantis d'une personnalité unique, qui définit le contenu spécifique de notre singularité. Être original, personnel et en même temps en lien avec les autres, en aimant, sans dépendre abusivement de cet amour. Voilà des énergies spécifiquement humaines qui animent la construction de notre personnalité. Autrement dit, nous devons accepter d'être habités dès notre naissance par des forces psychiques qui semblent à première vue contradictoires. Les unes agissant à la recherche du lien sécurisant dans le sens de la tendre proximité, tandis que dans le même moment du développement, les autres poussent irrémédiablement vers l'individualisation. Processus d'individualisation. Ces deux dimensions sont aussi nécessaires l'une que l'autre. Elles ne s'annulent pas, mais se cumulent, se complètent, se dynamisent, sauf quand surviennent des conditions qui empêchent qu'un juste équilibre s'établisse
entre le besoin de proximité, le besoin d'autonomie, et qu'alors l'un des besoins domine l'autre. Nous connaissons des adultes qui sont étroitement attachés les uns aux autres, dans ce qui ressemble à une sorte d'emboîtement ou encore à un tandem, tant il aurait nécessaire d'être à deux pour se sentir exister. Chaque membre du duo pris isolément a besoin de l'autre partenaire pour produire de l'énergie de vie. Seul, il ne s'en sent pas vivant. Sa présence aux autres et au monde. Tant que le duo fonctionne harmonieusement, on pourrait croire à un lien d'amour profond entre ces deux adultes. À regarder de plus près, on s'aperçoit que cette proximité cache en fait une difficulté à être seul, à vivre seul, un manque de confiance et de sécurité pour l'un, avec une autonomie fragile. Pour l'autre, on pourrait voir le besoin d'avoir quelqu'un, comme le petit homme sur le dos de l'énorme éléphant qui serait perdu sans son guide humain. Au sein de ces duos, le lien à l'autre est auto-centré, c'est-à-dire tourné vers soi-même, au bénéfice de chacun de ces deux partenaires. Et il est le plus souvent fermé à l'attention et l'intérêt porté aux autres, au monde extérieur, on les dirait vivant à deux dans une même bulle. On retrouve des adultes qui n'arrivent pas à avoir confiance dans leur propre jugement, dans leur propre évaluation ou dans leurs sentiments. Ils doutent de tout. Ils doutent de tout et surtout de leur propre capacité à avoir un avis personnel, à oser une initiative, à choisir. Ils semblent avoir besoin d'être autorisés par quelqu'un à qui ils attribuent plus ou moins consciemment un jugement supérieur à celui qu'ils n'osent formuler eux-mêmes. Cette personne ressource devrait toujours être là, disponible, près de tout, près de trop près, bien possible, comme les grands, c'est assez des profondeurs. Il existe des personnes qui ont besoin d'un poisson pilote pour les guider dans leur vie. Or, le poisson pilote est souvent à peine visible, tant celui-ci qui est guidé occupe le devant de la scène. Il en va de même pour les humains. Pour nous, on voit distinctement le profil du dépendant qui cache souvent celui dont il dépend. La sécurisation, implicitement recherchée par celui qui a besoin d'être guidé, ne peut venir que de quelqu'un qui occupe une place affective marquante. La figure de la mère, parfois de la grand-mère, habite le plus souvent la fonction de cette guidance, mais ce peut être aussi une figure d'homme, de père, de mari, de compagnon, de maître, ou encore de mentor, qui peut conduire jusqu'à la figure du gourou. Les préceptes religieux, idéologiques et éducatifs peuvent d'ailleurs avoir la même fonction de provoquer une dépendance exclusive. Et au-delà de cette relation étroite que ces duos donnent avoir, on peut s'interroger. Ces personnes référentes, poissons pilotes, ressources, guides, qui assurent une présence inconditionnelle auprès de celui qui croit en avoir besoin, sont-elles là par hasard? Ne sont-elles pas, elles aussi, habitées par le besoin d'être investies dans ce rôle d'étayage indispensable, et cela même si parfois elles s'en plaignent? Et souvent elles s'en plaignent. On reconnaîtra là certains parents qui se comportent vis-à-vis de leur enfant devenu adulte comme si celui-ci restait un tout petit, à qui il faudrait encore donner la main. Les deux protagonistes se trouvent alors concernés par cette forme d'emprise et sont enfermés, ce qu'on pourrait décrire comme une douce prison, une cage dorée. Cette situation psycho-affective n'est pas sans évoquer les relations précoces entre la mère et son bébé. Elle se justifie dans la première enfance,
Elle signe une immaturité quand elle perdure jusqu'à l'âge adulte. On interrogera donc le processus qui installe ce besoin d'être là pour l'autre, enraciné dans le monde intérieur qui peut tourner à une forme d'emprise psychologique ouvrant sur la manipulation perverse. Merci à vous et passez une bonne soirée et portez-vous bien. Bonsoir à tous.